Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je suppose que si vous êtes ici, c'est que vous voulez apprendre à utiliser Godot sur Raspberry Pi, vu que c'est dans le titre de la vidéo. Je suppose que vous avez déjà utilisé un peu Raspberry Pi Imager pour installer le Raspberry Pi. Si ce n'est pas le cas, j'ai d'autres vidéos sur la chaîne qui parlent de ce sujet-là. Il s'avère que vu que j'ai acheté beaucoup de Raspberry Pi récemment, j'ai celui-là que j'ai acheté l'année passée, ces 4 là que j'ai acheté maintenant, 3 là comme ça que j'ai acheté pour des écrans tactiles. Donc basiquement, j'ai une petite armée de Raspberry Pi pour pouvoir donner des ateliers. Ce qui veut dire qu'il faut que je les configure tous et que ce serait bien d'avoir une adresse email commune pour tous ces appareils. Et donc j'ai enregistré chacune des étapes sur comment on crée une adresse email, comment on crée un compte GitHub, comment on lit tout ça avec le Raspberry Pi, comment on l'utilise. Et donc c'est le sujet de cette vidéo-ci. Comment créer ton compte Gmail jusqu'à GitHub et son utilisation. GitHub, c'est un outil extrêmement utile qui va vous permettre de sauvegarder, partager votre code et donc de travailler sur Godot correctement. Et donc voilà, si vous êtes fan de ça, si vous avez envie de travailler sur Godot et que vous aussi vous devez utiliser GitHub, c'est parti. Et dans tous les cas, si vous êtes dans un de mes ateliers, vous allez devoir passer dans cette vidéo car il va vous falloir une adresse email et un compte GitHub. Donc c'est parti. Après avoir installé Raspberry Pi sur votre carte, l'idée, ça va être de créer un compte Gmail. Donc ici, il va vous falloir un compte personnel. Vous allez devoir prendre un nom et un prénom, mais n'utilisez pas votre adresse email à vous, parce que si vous faites bannir, s'il y a des problèmes techniques, si vous faites hacker, vous ne voulez pas que votre vie professionnelle et votre vie personnelle soient liées. Donc je vous invite à créer une adresse email spécifiquement pour votre apprentissage du Godot. Ici, on va mettre la date. Je vous propose le 1er janvier 1970, vu que l'informatique a été inventée en 1970. En tout cas, pas inventée, mais c'est vraiment son gros début. Ici, vous voyez, je me suis appelé Hello Godot Pi. Essayez d'avoir un nom qui est très significatif par rapport à votre carrière ou par rapport à ce que vous allez faire. Mettez pas G.I. Joe 42, par exemple, ça n'a aucun sens. Parce que les patrons qui vont après vous engager, ils vont voir G.I. Joe 42, ils vont se dire, ok, c'est peut-être un pseudo, mais j'espère que c'est pas un gamin. Bien que vous soyez un gamin, hein, mais je veux dire, voilà, essayez de trouver une adresse email un peu normale. Ici, on met un mot de passe, on met une adresse email de recovery qui va nous permettre de récupérer si jamais on fait la moindre erreur. Rajoutez votre numéro de téléphone si vous le voulez. Ici, on se retrouve du coup avec une adresse Gmail. Magnifique. Cette adresse Gmail, on va juste accepter les conditions, dire qu'on vend notre âme, etc., etc. Accepter les cookies. Basiquement, Gmail va nous posséder, enfin Google va nous posséder sur le sujet. On va faire avec. Alors, maintenant qu'on a une adresse email, magnifique, on va pouvoir aller s'inscrire sur d'autres sites. Sauf qu'on ne veut pas se faire hacker, on ne veut pas perdre notre compte, parce que c'est notre compte développeur, c'est l'endroit où on aura tout ce qu'il nous faut pour Godot, pour les assets, pour le code que vous avez publié sur Steam, pour Steam. Donc, on va rajouter une double authentification. Alors, j'ai accidentellement rajouté mon numéro comme double authentification. Vous pouvez le faire, c'est une bonne idée. Maintenant, il faut savoir qu'une des attaques des hackers est souvent par le numéro de téléphone. Donc, si vous préférez ne pas ajouter de numéro, à vous de voir. C'est vrai que c'est plus ça simple, hein, de recevoir un petit SMS et de valider. Mais il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle une double authentification par Google Auth. Donc ici, ouais, vous voyez, on va rajouter une double authentification par QR code. Ici, on va rajouter ce QR code sur notre téléphone. Alors ici, il va falloir que vous installiez sur votre téléphone, mais c'est trop long pour cette vidéo, donc je l'ai skippé, cette application. Et cette application, quand vous allez vouloir scanner, ici sur le petit bouton là-bas, vous allez pouvoir demander de scanner un QR code. Et quand vous le scannez, il va vous rajouter ici un lien de connexion entre votre téléphone, votre compte, et le fait de pouvoir valider que c'est bien vous sur Gmail. C'est très 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 important. Donc vous allez installer ça, scanner le QR code qu'il y a sur Google, et comme ça vous allez avoir une double authentification. C'est-à-dire que si on trouve votre mot de passe, il faudra aussi aller sur votre téléphone et lancer tout ce qu'il faut pour pouvoir récupérer le truc et valider. Donc un hacker devoir faire double travail et ça va être très très dur pour lui. Attention que si vous laissez tout le temps le même mot de passe, il est possible aussi qu'il brute force la chose. C'est arrivé sur WoW. Donc voilà, changez quand même votre mot de passe, hein, c'est pas une raison. Donc ici, maintenant qu'on a rajouté ce QR code sur votre téléphone, il faut valider pour vérifier que vous avez bien réussi à faire cette étape-là. Magnifique, vous y êtes arrivé, c'est-à-dire que maintenant, un hacker, pour vous hacker, il a besoin de votre mot de passe, de votre adresse email, ainsi que votre téléphone avec la double authentification. Parfait. On va du coup vérifier que tout y soit. Magnifique. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est aller sur GitHub.
GitHub, c'est un hébergeur web qui va vous permettre d'héberger votre code et de le partager avec d'autres ou de le sauvegarder au cas où si vous le perdez sur votre ordinateur. Donc on va juste dire, bah ok, utilise Google pour te connecter. Et il va prendre toutes les informations, nom, prénom, nanana. On va lui donner un pseudonyme qui lui est public, donc il faut vraiment que vous choisissiez un pseudonyme qui vous ressemble, que ce soit un pseudo, votre nom ou le nom de votre entreprise, mais il faut un truc qui soit parlant. Ici, moi j'ai mis Hello Godot Pi. Je valide mon compte, magnifique. Et donc du coup, je vais y rajouter une petite bio qui dit voilà, moi c'est ça. Ici, c'est un compte que j'utilise avec mes étudiants, donc c'est ça. Je vais lui rajouter une petite image de profil pour plus facilement me reconnaître parmi la masse. Ici, j'ai juste mis Godot, je le changerai plus tard. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand vous avez créé votre compte, quand vous avez authentifié Google et autres, vous allez pouvoir commencer à utiliser le site. Ici, le site, si vous mettez un répertoire, c'est une sorte d'endroit où vous allez pouvoir stocker des fichiers et travailler dessus, votre projet Godot, des sites web, la chose. Un répertoire, c'est comme une sorte de petit dossier en ligne que vous allez pouvoir partager avec d'autres collègues ou avec d'autres amis. Et si ce dossier a exactement le même nom que votre pseudonyme, à ce moment-là, ça va devenir votre landing page, qu'on dit en anglais, votre page, votre portfolio, l'endroit où vous pouvez mettre qui vous êtes, ce que vous faites, les derniers liens, les applications que vous avez, des choses comme ça, c'est la page publique. Donc on va dire, ok, crée-moi un répertoire qui a exactement le même nom que moi. Parfait. Petite description pour dire que c'est une welcome page, que c'est l'endroit où vous allez commencer. Et beaucoup de choses sont en anglais en informatique, c'est pour ça que je vais utiliser des termes anglais de temps en temps. On va rajouter un README, qui est le petit document dans lequel on va rajouter toutes ces infos. C'est un petit fichier qui est en ce qu'on appelle du markdown.md ici. Et c'est ce petit fichier, quand on va l'éditer, on va pouvoir y mettre des informations. Vous voyez que de base, il est mis hello there. On va simplement prendre ce fichier et on va écrire un petit peu de code. Vous voyez ici, j'ai rajouté une code section avec un lien. C'est une manière de dire voici un lien dans lequel on va pouvoir cliquer. J'ai mis hello, puis j'ai mis 2-3 infos sur qui je suis. Donc ici, j'ai que ça un compte pour les étudiants, pour les enfants et les jeunes développeurs. Donc ça, vous allez voir que ça va être maintenant ma page publique. Vous voyez ici, hellopi, readme.md, on a ça. Et maintenant, si on va sur la page publique de Hello Godopi, ici, sur celle-là, là-bas, mais on va pouvoir voir tout ça. Bon, apparemment, dans la vidéo, je suis allé un peu trop vite. Et je ne vous ai pas montré cette section-là. Ici, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a créé ce petit fichier-là, j'aimerais bien vous montrer un peu comment ça marche. Parce que ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a édité un fichier en ligne. C'est pas sur notre ordinateur qu'on aurait édité le fichier? Si, on pourrait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit bouton vert là-bas, qui est par rapport au répertoire qu'on a créé. On a créé plus, on va faire un petit répertoire. Ou sur le petit bouton vert ici en HTTPS. On va prendre le lien qui se trouve là-bas et on va le cloner sur votre Raspberry Pi. C'est-à-dire le prendre, le mettre sur le Raspberry Pi, mais on va pouvoir le mettre à jour depuis notre ordinateur sur le site web. Comment on fait ça? On pousse sur le petit bouton ici qui s'appelle terminal et on va pouvoir faire ce qu'on appelle les commandes. Les command lines, c'est quelque chose qui va permettre de discuter avec votre ordinateur. Dans cet écran noir, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que vous êtes l'aspect visuel d'un ordinateur, c'est juste pour avoir plus facile, mais en tant qu'informaticien, vous pouvez littéralement tout faire dans ce que vous voyez là, l'écran noir. Donc ici, on va dire ls pour dire affiche-moi les dossiers de ma session utilisateur pour le moment de mon ordinateur. Il me dit ah tiens, tu as tout ça, et il y en a un qui s'appelle Git. C'est parce que je l'ai déjà créé précédemment. Donc je suis allé dans le dossier ici et j'ai créé un petit Git. Donc vous pouvez le faire en ligne de commande, mais je ne l'ai pas fait dans la vidéo. CD, ça veut dire déplace-toi à cet endroit-là. Et je lui dis bah, dans le petit dossier qui s'appelle Git là-bas. Magnifique, je suis dedans. Et maintenant, je vais écrire Git pour dire petit outil qui sait comment on synchronise les fichiers et tout. Peux-tu me cloner, c'est-à-dire prendre le site web là-bas et me le mettre localement pour que je puisse le travailler dessus. Et je lui donne le petit lien qu'on avait trouvé ensemble. Ici, il me dit ah bah j'ai réussi à le cloner. Voilà, je l'ai mis. Il a fait cette taille-là. Et là, il est sur ton ordinateur. C'est pas magnifique? Donc ce qu'on va aller faire maintenant, c'est qu'on va aller sur Visual Studio Code. On va l'ouvrir. Alors Visual Studio Code, c'est une application que je vous conseille d'installer via PiApp. Regardez à Visual Studio Code dans mes cours pour savoir comment on l'installe. Mais basiquement, maintenant que vous avez installé Visual Studio Code, vous allez pouvoir éditer des fichiers. Donc ici, on va aller dans File, on va dire ouvre-moi le dossier, et on va aller ouvrir le dossier qui s'appelle Hello Godopy, ici dans mon cas, hein, et ça va être votre pseudo, hein, le nom du dossier. Et on l'ouvre. Magnifique, j'ai mon README, et voilà. Alors, vous pouvez constater que c'est lisible, mais c'est pas totalement lisible, c'est du Markdown.
mais on va vouloir l'éditer. Alors, Visual Studio, il va vous dire, ok, vous ouvrez un fichier, mais vous êtes sûr que ce fichier, c'est pas un virus, qu'il n'y a pas de problème ni rien, qu'il va pas faire de problème sur votre machine. Vous dites, ouais, t'inquiète. Trust me, bro, ça va aller. C'est moi qui, je sais. Donc maintenant qu'on lui a donné l'autorisation de jouer un peu avec tous ces fichiers, il me le trouve. Et alors, vous voyez ici, il y a une sorte de petite fenêtre avec une loupe. Ça nous permet de dire, j'aimerais bien voir la version que j'édite, mais j'aimerais bien aussi voir à quoi ça va ressembler. Donc, quand je vais cliquer dessus, tadam! Voilà, donc ça c'est ce que je code, et ça c'est à quoi ça va plus ou moins ressembler, grosso modo. C'est ce qu'on appelle du Markdown. C'est une façon synthétique d'écrire sur les Wikipédia, sur les sites web, une façon de dire ça c'est un lien, ça c'est un titre, ça c'est plutôt une image. Par exemple, ça veut dire que c'est un titre, ça veut dire que c'est une séparation de lignes. Donc c'est une façon d'écrire. Maintenant que je l'ai un peu édité, on va pouvoir aller prendre ce code et le mettre en ligne. Comment on fait pour mettre du code en ligne du coup? On a deux manières. On a la manière avec du logiciel et la manière avec le terminal qu'on a vu plus tôt. La manière avec le terminal, on va aller se déplacer dans ce petit projet. Donc on va faire CD et on va dire va sur mon Raspberry Pi dans Home, Student, qui est le nom d'utilisateur que j'ai pris, Git, qui est le dossier dont je vous parlais, et Hello Git qu'on vient de créer ensemble. Je vais dans ce dossier et dans ce dossier, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des commandes Git. Donc vous allez voir. Est-ce qu'il va pas plus loin? Ah voilà. On va faire git add espace et puis on va mettre point. Ça veut dire prends tous les fichiers qui ont été ajoutés récemment et tu me les ajoutes dans la première sauvegarde. Alors avant de faire ça, ce qu'on peut faire, c'est un petit git statut. Git statut, ça veut dire montre-moi l'état actuellement de ce dossier git. Est-ce que j'ai des trucs ajoutés? Est-ce que j'ai des trucs que j'ai supprimés? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Et là, il me dit, pour le moment, tu as modifié un fichier qui s'appelle readme. Tu l'as pas encore sauvegardé, mais tu as modifié un fichier. Nous, on va dire git add point, ça veut dire finalement git add espace point. Finalement, ce que je viens de modifier, j'aimerais bien le sauvegarder dans la prochaine sauvegarde. Il me dit ah ok, dans la prochaine sauvegarde, j'ai bien compris, c'est vert, ça va être dans la prochaine sauvegarde. Donc du coup, on fait un petit git statut qui va nous permettre de voir qu'il a bien compris. Magnifique. Donc on va maintenant faire ce qu'on appelle un git commit. Et alors on va mettre "-m" pour dire je mets un petit message. Commit, ça veut dire on va sauvegarder localement ces données. "-m". Et on va mettre un petit message qui dit c'est mon premier commit. Magnifique. Tada! Comme ceci. Alors du coup, maintenant il vient de sauvegarder. Alors normalement, vous allez avoir une erreur parce que vous n'avez pas donné votre adresse email ou votre nom d'utilisateur. Il faut bien comprendre que Git, c'est un outil collaboratif. Le but, c'est de travailler avec d'autres personnes. Du coup, si vous ne mettez pas votre nom et votre adresse email, ça ne va pas aller. Donc, normalement, il y a un petit message qui s'affiche en disant rentrez votre adresse email et rentrez vos trucs. Je l'ai un peu plus loin dans la vidéo, donc on va attendre d'y être pour cette partie-là. Et veuillez lire les instructions, lire ce qui sera mis au-dessus et de remplir correctement ou d'aller plus loin dans la vidéo. Ça aussi, le métier d'informaticien, c'est de lire beaucoup de docs, de lire des sites web et de comprendre ce qu'on nous demande et de le faire. Donc ici, basiquement, j'ai fait un petit commit avec le nom et l'adresse mail que j'avais mis sur mon ordinateur. Donc je fais git statut et on peut voir qu'il me dit du coup il n'y a plus de rouge, il n'y a plus de vert parce que tout était sauvegardé localement. J'ai créé un petit point de sauvegarde, c'est magnifique. Tu peux revenir quand tu veux à cet endroit-là, c'est sauvegardé localement. Oui, sauf que moi ce que je veux faire c'est le mettre en ligne sur le site web pour être sûr que si jamais mon ordinateur brûle, je peux le récupérer. Et si le site web tombe, je l'ai sur mon ordinateur. C'est un peu ça l'idée de Git. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit git pull pour dire va chercher ce qui est en ligne. On ne sait jamais que quelqu'un a travaillé sur le projet et qu'il y ait quelque chose de nouveau. Attendez, parce que hop, pourquoi il voilà git pull pour dire vas-y, va chercher toutes ces informations et il me dit t'es déjà à jour. Du coup je dis c'est cool, je vais mettre tout ça en ligne. Donc je fais git push, je mets mon pseudo en me disant je vais me connecter avec mon compte. Voilà. Je vais ensuite mettre mon mot de passe pour dire c'est bon, voici mon mot de passe pour me connecter dessus. Je le voyais, on ne le voit pas s'écrire, mais je suis en train d'écrire mon mot de passe. Et là, il me dit non, je te laisse pas passer. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le temps, vous pouviez faire ça, mais beaucoup de gens se faisaient hacker bêtement. Et donc, du coup, la sécurité de GitHub a été augmentée. Et étant donné que GitHub, c'est là où il y a tout le code de Microsoft, tout le code des librairies qui reposent de Linux et autres,
plein de projets très très importants sur GitHub. Ils ont fait, on en a marre des mots de passe, il vous faut une autre manière de vous connecter. Alors sous Windows, il y a ce qu'on appelle un crédential qui va vous permettre de retenir et de faire en sorte que vous arriviez à vous connecter à GitHub juste en disant ça va, c'est moi. Sauf que sur le Pi, il n'y a pas tous ces outils complexes qui vous permettent de ne pas galérer. Alors je pourrais vous apprendre à galérer dans la ligne de commande, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer comment on fait pour installer un logiciel qui va vous simplifier la vie en tant que débutant. Donc vous allez dans votre ordinateur, vous allez dans PyPy, Pi App. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille vraiment de l'installer, de regarder une vidéo comment l'installer avant d'utiliser Raspberry Pi. Mais c'est un petit truc qui va vous permettre d'installer plein de petites applications pratiques. C'est vraiment une ligne de code et ça s'installe tout seul. C'est vraiment une ligne, pouf, et c'est fait. Alors du coup, maintenant, on va dire, bah, cherche-moi l'application qui s'appelle GitHub. Vous voyez ici, on a GitHub Desktop et c'est ça qu'on veut. On va dire, bah, va sur GitHub Desktop et tu me l'installes. Alors moi, il est déjà installé, donc il est mis uninstall, mais vous devez cliquer sur Install. Une fois que vous avez cliqué sur Install, il va vous installer cette petite application qui est sur Linux, qui est sur Mac, qui est sur PC. C'est toujours la même, c'est le même format sur toutes les plateformes. Donc pas Android, hein, mais pas les téléphones Android, mais voilà. Donc ici, on l'a installé, donc on va la lancer. Donc je suis allé dans la petite Raspberry, je l'ai lancée, et ça ressemble à ceci. Vous voyez ici, vous dit, bah, ça c'est pour pouvoir éditer et tout, et vous pouvez vous connecter en tant qu'entreprise ou en tant qu'utilisateur. Bon, nous, c'est en tant qu'utilisateur, on a créé le compte juste avant. Clique. Et là, il nous ouvre le site web en disant, bah écoute, mets ton adresse email, mets ton mot de passe, et connecte-toi, quoi. Alors, on n'a pas besoin de faire ça parce que basiquement, on a utilisé Google, nous. On n'a pas utilisé. Donc, du coup, on n'est pas obligé de rentrer tout ça. C'est ce qu'il nous dit. Qu'on va utiliser Google. On dit, bah, connecte-toi avec Google. Alors, il me redemande tout. Pourquoi? Bah, parce que je ne suis pas dans le bon navigateur. Ici, j'aurais dû être dans Firefox, mais je suis dans Google Chromium. Donc, c'est pas grave. Je rentre mes informations, je me reconnecte sur ce navigateur-là. Double authentification, hein, parce que vous êtes sur un autre navigateur. Je valide avec mon téléphone. C'est parfait. Alors, du coup, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, bah, ok, est-ce que tu autorises que cette application ici, GitHub Desktop, agisse au nom de ton compte GitHub? Et alors, si c'est le cas, ça veut dire que si tu fais de la merde sur ce PC, c'est validé. Donc voilà, basiquement, vous donnez la full autorisation à votre application de travailler au nom de votre compte. Cool, parfait, c'est ce qu'on veut. On dit ouais, parfait. Tu vas pouvoir éditer les répertoires, les users. Il n'y a pas tous les droits apparemment, il y a juste certains droits. Et parfait. Alors ici, du coup, il vous dit, ben, du coup, je vais communiquer à l'application le fait que c'est bon. Tu t'appelles bien Eloi, tu as bien le compte Hello Godopi. Je vais lui communiquer. Est-ce que tu veux que je le fasse à chaque fois pour toi? Puis, ouais, vas-y, t'inquiète. Donc ici, il envoie l'application, il envoie l'information sur l'application. Sauf que l'application, elle vous dit, oui, mais si quelqu'un vient demain et fait un commit sur ton truc, tu acceptes? Parce que c'est dangereux quand même. Et donc il vous dit, bah, ce serait peut-être cool de mettre un mot de passe quand même. Pour quand tu reviens, que tu valides bien avec un bête mot de passe que c'est quand même toi. Donc je dis, ouais, ok, on va mettre un mot de passe local. Donc je mets un bête mot de passe local. Voilà. Ta. Je valide. Donc on a un mot de passe local qui va nous permettre de dire, c'est t'inquiète, c'est moi. Donc ici, on va sauvegarder ce crédential, cet accord de communication entre l'application et le site web. Et on va dire, c'est bon, je suis bon. Et là, basiquement, vous pouvez sauvegarder, créer des projets, cloner, apprendre à utiliser Git et GitHub. Nous, ce qu'on veut faire, c'est rajouter un projet qu'on a déjà mis sur notre ordinateur au final. Donc, on ne veut pas en créer un nouveau. Ici, vous voyez, on aurait pu en suivre un, en créer un, cloner un, en créer un nouveau sans Internet, juste localement sur notre machine. Nous, ce qu'on veut faire, c'est ajouter un qui existe déjà. Ah oui, on a déjà fait git clone. On va dire add exist repository. On va dire l'endroit où il se trouve sur notre ordinateur. Hein, donc c'est dans Documents, puis dans Git, puis Hello Godot pour moi. Ici, pour vous, c'est votre pseudo à vous. Et on l'ajoute. Et là, vous voyez, il me dit, il n'y a pas de changement. Bah oui, on les a déjà fait les changements. On a déjà tout fait en ligne de commande. Donc du coup, il me dit, mais par contre, j'ai remarqué qu'il y a une sauvegarde que tu as faite, que tu n'as pas envoyée en ligne. Ouais, c'est là où on était bloqué. Quoi dire, bah écoute, mon petit gars, oui, tu peux me le mettre en ligne. Donc attendez, on attend que ça se fasse. Voilà.
On va cliquer sur le bouton et il va me dire bah vas-y, mets-le en ligne. Donc là, il synchronise avec le serveur, il accepte tous les mots de passe et hop là, c'est parti. Donc là, on vient de l'envoyer sur Internet. Donc on peut aller vérifier. Donc si je vais sur. Vous voyez ici, j'ai Welcome to you, machin. Ah oui, avant de l'envoyer sur Internet, j'aimerais bien vous montrer qu'on peut éditer quand même localement et que ça va se répercuter pour vous montrer quand c'est pas des lignes de commande. Donc, quand c'est pas des lignes de commande, ça ressemble à ceci. Et je rajoute une bête ligne, ici, hop hop, comme ceci. Puis je réapprends à écrire au QWERTY. Donc vous voyez que je fais encore des fautes de typologie d'écriture. Ici, vous voyez, même chose que la ligne de commande. Tantôt, on a fait git add. Et bien en fait, ici, on va faire un petit V. Donc quand on clique sur le petit V, ça veut dire ajoute-le moins à la prochaine sauvegarde. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit texte qui dit qu'est-ce qu'on a fait récemment. On a ajouté une ligne. Et on fait un git commit. C'est le fameux truc qui sauvegarde dans la prochaine sauvegarde. Et ça dit pour le moment, c'est sauvegardé sur ton ordi. C'est pas encore sur les serveurs, mais c'est sauvegardé sur ton ordi. Tadam! Maintenant qu'on a sauvegardé sur l'ordinateur, on a un truc qu'on veut envoyer au serveur. Bah, on fait la même chose que tantôt, on fait un petit push. C'est-à-dire que là, on l'a envoyé en ligne. Si on va voir en ligne maintenant, on peut voir que bah, là, il n'y a pas encore le hello, et soudainement, hop là, on a le welcome to you qui est en ligne sur le site web de GitHub. C'est pas beau? Et donc pareil, hein, inversement, si je mets hello, que je fais un petit commit, qui veut dire une sauvegarde locale, mais ici sur le site web, hop là, et que je fais, et ici, que je reviens dans l'application, vous pouvez voir qu'il y a ce qu'on appelle un pull. C'est-à-dire qu'il me dit, j'ai remarqué qu'il y a tes collègues qui est en ligne, c'est vous, hein, mais c'est quand même vous, mais en ligne, qui a travaillé. Et il a fait une modification depuis l'endroit où tu te trouves. Est-ce que tu la veux, cette mise à jour? Je fais, ouais, vas-y. Et tada, on a votre fameux Hello qui vient du site web vers votre ordinateur. C'est magique. C'est le meilleur outil que vous puissiez apprendre et étudier et c'est obligatoire si vous faites du Godot parce que vous allez devoir l'utiliser dans beaucoup de choses pour sauvegarder, pour communiquer, pour travailler en groupe, pour votre boulot. Donc Git, c'est la vie. Git good comme diraient mes étudiants. Alors ici, juste pour rappeler, git add point, ça permet de sauvegarder, git-m, ça permet de mettre un message. Ici, git statut, c'est pour savoir où on en est. Git pull, c'est on se met à jour. Et git push, bah ça marche toujours pas. Si vous auriez été sur Windows, ça aurait marché parce qu'il aurait sauvegardé le credential. Et donc du coup, vous n'auriez pas besoin de... vous auriez pu utiliser la ligne de commande. Malheureusement, sur Pi, j'ai pas encore les compétences de vous apprendre de manière simple en tout cas, à outrepasser ces mesures-là. Donc pour l'instant, je vous conseille d'utiliser un éditeur comme on a fait juste avant. Alors, ce qu'on n'a pas fait avant et qu'on aurait dû faire, et c'est ça que je vais vous montrer ici, c'est pas grave, on peut le changer plus tard, ça revient au même ici de notre côté, c'est de donner un nom et une adresse email à tous ces petits messages qu'on va sauvegarder. Et donc en fait ici ce qu'on va écrire c'est git pour dire git, l'outil git sur Linux. Peux-tu configurer de manière globale, c'est-à-dire que je ne dois pas le refaire pour tous les projets, l'utilisateur et spécifiquement son nom. Et on va lui donner le nom qu'on aimerait bien avoir. Et puis on va faire pareil, on va faire git, configure-moi mon adresse email, et voici mon adresse email. Attention que quand vous faites ça, vous pourriez mettre gijo anonymous@gmail.com, ça marcherait aussi. Il vous fait confiance sur le sujet, et c'est dans le commit, il sera vraiment mis ça. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre adresse email personnelle, vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Maintenant, c'est conseillé de mettre une vraie adresse, parce que si quelqu'un veut vous dire hey, j'ai trouvé un bout de code, il est trop cool, je veux te contacter pour le mettre à jour, bah, c'est grâce à l'adresse email qu'il va vous retrouver. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez mettre une vraie adresse ou une adresse de contact ou une fausse adresse. C'est à vous de choisir. Alors, ici, on a mis mon nom, on a mis l'adresse qu'on a créée ensemble. Magnifique. Donc maintenant, à chaque fois que je sauvegarderai, ce sera au nom de cette personne. Parfait. Trop cool. Alors, quand j'ai commencé à utiliser tout plein de petits trucs Godot et autres, je me suis vite aperçu que j'ai acheté une carte de 32 Go et 32 Go ça part vite. J'avais installé plein de choses, genre un simulateur de PlayStation, Mu, plein de petits logiciels par-ci par-là. Il va falloir les supprimer. Alors, bien que Scratch soit utile, je compte pas faire du Scratch. Bien que Rust soit utile, je compte pas faire du Rust sur tous mes PC. Il y a plein de petites applications que j'ai désinstallées juste pour gagner de la place. Je vous conseille vivement d'acheter une carte SD quand même un petit peu épaisse, pas de 32 Go, parce que ça devient vite très chiant. Alors,
Deux petites dernières étapes, et puis je vais m'arrêter là. Il y aura d'autres vidéos, hein, mais ici c'était juste pour le début, pour vous mettre correctement sur votre Raspberry Pi. C'est chiant quand ça s'ouvre directement sur ce navigateur-là. Nous, on aime bien soit de Firefox, soit de Brave. Firefox parce qu'il est très bien foutu, et Brave parce qu'il n'y a pas de pub. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire à notre ordinateur, écoute, j'aimerais bien changer le navigateur par défaut. Alors sur Windows, c'est tout simple, il y a un menu pour ça, mais sur Linux, bah, il y a une ligne de commande pour ça. Si vous voyez, on va écrire sudo, qui veut dire donne-moi tous les droits d'administrateur. J'aimerais bien mettre à jour une alternative. Et alors -config, c'est-à-dire je veux configurer. Et web browser, ça nous permet de dire c'est le navigateur qu'on va ouvrir. Linux, c'est aussi beaucoup ça. Donc un Raspberry Pi, c'est beaucoup de je vais lire, j'apprends comment on fait, je vais sur Google, je demande aux IA de m'aider un petit peu à comprendre ce que c'est un terminal, ce que c'est les commandes, comment les utiliser. Ça va être beaucoup d'études. C'est juste de la lecture. C'est le principe d'un informaticien. On lit beaucoup. Et donc ici, en lisant beaucoup, j'ai appris à utiliser cette commande. Donc ici, il me dit, bah, ok, tu veux changer, c'est lequel que tu veux. Firefox, Dilo ou un autre. Mais il n'y a pas d'autre. Donc du coup, je dis, nous, on va choisir le numéro 2, qui se trouve là-bas. 2, vas-y, Enter, tadam. Et soudainement, maintenant, à chaque fois qu'on ouvrira une page web, ce sera Firefox qui va s'ouvrir. Alors, quand j'ai écrit, je me suis aperçu que le arrobas, il n'est pas au bon endroit sur mon clavier, parce que j'utilise un format QWERTY américain. Donc vous voyez ici, vous allez pouvoir aller ouvrir les clés, les souris et les keyboards. On va aller dans Keyboard et on va dire qu'on va changer le layout. Et ici, le layout, il y a plein de layouts, il y a plein de formats de claviers. Il existe des centaines et des centaines de claviers. Il en existe pour les Japonais, pour les Chinois, pour les Soviets, pour les Américains, pour les Africains. On a tous des langages différents. Et dans ces langages, on a différentes façons de mettre le clavier. C'est ça que vous êtes en train de définir. Moi, je préfère me mettre sur le clavier américain pour une simple raison. Quand je vais devoir dactylographier, c'est-à-dire écrire sans regarder avec mes doigts, sur Quest, donc sur un casque de réalité virtuelle, ça va être clavier américain parce que c'est des Américains qui ont créé le Quest. Quand je vais aller sur Android, ça va être des Américains parce que c'est des Américains qui ont créé le Google Play Store. En tout cas, qui ont créé cette initiative. Quand je vais aller sur d'autres appareils tels qu'un vieux PC, malheureusement, ce sera sûrement un clavier américain. Et donc, du coup, je choisis directement d'apprendre à taper dans ce format-là. En tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire cette année, parce que j'en avais marre justement de cette situation-là. Magnifique. Maintenant que mon PC est configuré, j'ai une adresse email, j'ai un Git, j'ai Godot qui est installé et tout, j'ai tout ce qu'il faut en fait finalement. Mon clavier il est prêt. Bah c'est parti pour apprendre du Godot. Je vous souhaite une très bonne continuation dans votre apprentissage. Le Raspberry Pi c'est vraiment chouette. Il y a moyen de faire pas mal de choses que vous laissez tourner en fond pendant que vous êtes au cours ou pendant que vous êtes au boulot. Euh, Très bonne initiative d'apprendre de votre part le Raspberry Pi. Et Godot s'associe vraiment bien au Raspberry Pi. Il tourne sur tout. Il tourne sur. J'ai essayé, il tourne sur la Steam Deck, il tourne sur mon PC, il tourne sur Mac, tout de la même manière. Et il permet de faire des bons jeux vidéo. Le langage de Godot, c'est très proche de ce qu'on appelle du Python, qui est aussi un langage qui tourne sur toutes les plateformes du monde. Donc pour moi, bien que ce soit un langage un peu particulier, vu que c'est isolé du reste du monde, hein, c'est que pour Godot, c'est un langage qui vous permet vraiment de passer après sur Python et puis sur C# et de bien maîtriser au moins un langage fun pour créer des jeux vidéo. En gros, ce que je veux dire, c'est vous perdez pas votre temps en étudiant Godot pour le Raspberry Pi et je vous souhaite une très bonne étude. Bon amusement, que le code soit avec vous et à la prochaine.